Hello à tous! Bonsoir, bonsoir! Alors, on va attendre quelques minutes. Hop, voilà. Hello, hello! On se retrouve ce soir. Je fais quelques réglages, c'est bon. Maintenant, on est bon. On se retrouve ce soir pour parler. On va accueillir tout à l'heure. Hello, Jérôme! T'es toujours à l'heure. On se retrouve ce soir. Donc, on accueillera dans quelques petites minutes maintenant Charlotte du label Écuresse. Et on va voir comment est-ce que ce label-là peut vous aider à développer durablement votre entreprise équestre. J'attends encore une petite minute et on va pouvoir commencer. J'espère que vous allez bien en tout cas, que vous êtes prêts pour les fêtes de Noël. Si on a des clubs, des dirigeantes de clubs ou d'écuries ou autres, j'espère que vous avez prévu quelque chose pour cette fin d'année. Que ce soit les stages, que ce soit peut-être une soirée de Noël ou autre, pour fidéliser un peu vos clients, pour les faire adhérer aussi à vos valeurs et tout ça. Une très bonne idée de faire ça en fin d'année. Hello Zoé! Alors, avant d'accueillir Charlotte, je voulais vous parler rapidement de développement durable équestre. Alors, développement durable équestre, qu'est-ce que c'est? Si c'est la première fois que vous venez sur ces lives. Hello Julia! Si c'est la première fois que vous venez sur ces lives, alors je suis Amandine Cross. J'ai créé Développement durable équestre pour aider les professionnels ou les futurs professionnels de la filière du cheval dans le développement de leur activité. Donc, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Si vous voulez aller voir, j'ai fait justement un petit post en story ce matin, justement pour dire exactement qui est-ce que j'aide. Donc, ça peut être des personnes qui sont soit en création, soit en développement d'activité et qui sont pas forcément encore hello hello Margot. Je vois que vous êtes chaud ce soir sur le sur les messages, j'adore. Hello à tous. Et donc je vous disais D2, donc accompagne les pros ou futurs pros de la filière du cheval. Donc que vous soyez déjà installé, que vous soyez en formation, que vous vouliez vous réorienter dans la filière du cheval, que vous ayez déjà votre entreprise, on est là pour vous accompagner. Et cela se présente sous 3 formes, parce que pour moi, qu'est-ce que c'est le développement durable? Ce sont 3 piliers qui sont essentiels pour que votre entreprise et vous puissiez être durable. C'est d'abord le premier, le bien-être de l'humain. D'accord, on va en parler, le label Écuresse avec Charlotte. Il y a des piliers aussi là-dedans, c'est pour ça qu'on fait ce live ensemble. Donc d'abord le bien-être humain, prendre soin de vous, savoir gérer votre temps, être aligné avec vos valeurs pour vous différencier des concurrents, etc. Le deuxième pilier, c'est vraiment une entreprise qui fonctionne, qui est économiquement rentable, parce qu'il faut se le dire, si on ne gagne pas d'argent, bah, c'est un peu chaud. Et le troisième, c'est vraiment le bien-être des chevaux, le développement aussi de l'environnement, on en parle de plus en plus et c'est important. Hello, hello tout le monde. Et donc, on va voir ça tout de suite. Donc, je fais la petite demande à Charlotte. Hop. Alors, L'invitation, Charlotte, normalement, tu dois avoir tout ça. Hello! Salut! Impeccable, on se retrouve en direct. Est-ce que tu m'entends bien? Oui, très bien. Bon, super. Dans le chat, est-ce que vous entendez bien Charlotte? Alors, attends, j'attends juste de voir. Ok, ça a l'air d'être bon. Impeccable. Bon, comment tu vas? Bah, très bien. Ravie de t'accueillir sur DDE, sur Développement Durable Équestre. Vraiment très contente de tout ça. Est-ce que tu veux qu'avant qu'on commence, qu'on raconte rapidement comment on s'est rencontrés, comment on a échangé, tout ça? Est-ce que ça te... Oui, ça peut être intéressant. On va faire ça rapidement. C'est vrai que j'avais une question. Je ne sais pas si tu as vu les stories de ce matin. Mais je crois que c'est Margot qui est là, qui me disait, mais est-ce que tu connaissais le label Écuresse avant? Donc oui, voilà, ça va, le label Écuresse. Là, ça fait combien de temps maintenant que ce label est créé? Au tout départ, il a été créé pour les JUM en 2014, mais c'était vraiment très précis. Ça a été les écuries pilotes, on va dire, au départ. 2016. 2016, il a commencé à être développé. Ouais. Ouais, donc ça commence à faire un petit moment. Ouais. Ouais, Margot me dit oui, c'est moi. Moi, j'avais déjà vu, je crois, alors c'était avec mon ancienne startup, j'avais déjà vu le label Écuresse. Je crois que c'était
l'écurie active de mince, tu sais, qui est un peu au-dessus de Deauville. Lisor. Ouais, c'est ça. Bah, Ouais. qui venait juste d'être labellisée quand je l'avais visité. Bah, il fait partie des premiers, ouais. C'est ça. C'est ça. Donc, le label Écuresse, ouais, je connaissais depuis un petit moment. Et c'est vrai que, par contre, on s'était jamais rencontrés avant. Non. Et donc, c'est pendant le Salon du Cheval de Lyon, on s'est rencontrés, on s'est dit, waouh, mais on a tellement de valeurs en commun. Et je parle beaucoup de raison d'être souvent, mais je crois qu'on a vraiment un truc en commun là-dessus, sur le fait de dire, OK, on Mm. doit être, enfin, on doit accompagner les pros à être durables dans leur activité parce que c'est pas cool de faire du one shot, quoi. Aujourd'hui, ça n'a pas de sens. Ouais, tout à fait. Bon, super. Eh bien, on va commencer. Alors, juste avant, pour tous ceux qui sont dans le chat, n'hésitez pas, si vous avez des questions ou autres, à les poser. Si vous avez des petites interrogations, ce que je vais faire, c'est que là, aujourd'hui, je vais poser les questions à Charlotte. Et puis, si vos questions rentrent dans le sujet, je les traite tout de suite. Et sinon, je les pose à Charlotte un peu plus tard. Est-ce que ça te va comme ça, Charlotte? C'est parfait. Allez, impec. Eh bien, d'abord, est-ce que tu peux peut-être te présenter, savoir qui tu es exactement? Oui, alors moi je m'appelle donc Charlotte Fustec et c'est moi qui suis en charge du label Écuresse. Ça va faire 4 ans maintenant. Donc ça commence à faire. Donc au départ j'ai une formation d'ingénieur agronome, donc qui m'a été très utile pour tous les aspects environnement autour de la filière équine. Et finalement je me suis spécialisée au cours du temps sur l'environnement et le bien-être animal, qui sont deux sujets qui finalement m'intéressaient depuis toujours. Et du coup d'avoir eu ce poste et de pouvoir relier l'ensemble, bah, c'est génial, quoi. Et du coup, toi, au niveau de ton, peut-être de ton parcours, avant d'arriver au label, qu'est-ce que tu faisais? Est-ce que tu étais cavalière? Est-ce que... Ouais, j'étais cavalière, j'avais un cheval, un premier cheval déjà bah, qui m'a menée là, clairement. J'ai voulu toujours préciser un petit peu les choses. Après, je suis rentrée en école d'ingénieur. J'ai orienté tous mes stages quasiment dans la filière équine pour découvrir un peu plus les métiers, bah, finalement, comment relier ingénieur et filière équine. Donc, j'ai fait tous mes stages dans ce domaine-là. J'ai fait un stage, mon dernier stage au Haras de la Sens. Donc, j'ai rencontré bah, finalement beaucoup de mon réseau d'aujourd'hui. Je l'ai découvert au Haras de la Sens. Donc bah, ça c'était hyper chouette, ça m'a vraiment ouvert des portes. Et après je suis arrivée au label Écuresse. Et entre-temps, ben, moi personnellement j'ai 2 chevaux et qui sont chez moi. Donc tous les petites problématiques du quotidien, bah, je les connais à mon échelle aussi. Et c'est intéressant de tester aussi chez moi et après d'aider au quotidien les professionnels. Ok, super, top. Merci pour cette petite présentation. Et du coup, comme on est là quand même pour savoir comment est-ce que le label Écuresse peut aider à développer durablement les entreprises équestres, est-ce que tu peux nous parler exactement de ce qu'est le label Écuresse, peut-être? Alors, tu nous as dit qu'à l'origine, ça avait été créé pour les Jeux équestres mondiaux. Mais alors ensuite, ça a perduré. Est-ce que tu peux nous raconter un peu cette histoire-là? Ouais, tout à fait. Alors au départ, ça a vraiment été créé en se disant, bah aujourd'hui, il y a des enjeux sociétaux et, enfin ouais, vraiment des enjeux sociétaux qui sont l'environnement et le bien-être animal. La filière équine, on est peut-être un petit peu en retard par rapport à d'autres filières agricoles, notamment parce qu'on se compare souvent aux autres filières agricoles. Mais qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Et en fait, on a mis autour de la table l'ensemble des institutionnels de la filière équine et des associations de protection de l'environnement en se disant, bah qu'est-ce qu'on peut faire? Et c'est donc ma directrice Lola qui au départ n'était pas directrice et qui avait créé le label Écuresse. En 2014 avec les JEM, bah, c'est vrai que ça, en Normandie, il y a eu beaucoup d'émulation autour de tout ça. Et en fait, depuis, bah, ça a évolué. L'idée, c'est que c'est un label qui évolue aussi avec bah, l'évolution des professionnels, l'évolution des connaissances scientifiques, de comment s'améliorer. Et donc, le label Écuresse aujourd'hui, c'est le seul label en faveur de l'environnement et du bien-être animal spécifiquement développé pour les exploitations de la filière équine. Donc, on a 3 modalités. On a une modalité vraiment exploitation agricole, donc tout ce qui est élevage, centre équestre, écurie de propriétaire. Une modalité hippodrome et une modalité event, donc qui est directement liée au JEM au départ. On a ces 3 modalités-là. Ok, ok, super. Donc, juste pour résumer, pour être sûr qu'on ait bien compris, donc toi, tu t'adresses directement à des structures qui sont déjà créées et que ce soit des écuries, des hippodromes ou des événements, c'est bien ça?
Exactement. En fait, aujourd'hui, on peut labelliser toutes les structures qui hébergent des chevaux, quelle que soit leur taille, finalement, leur localisation ou leur activité, donc tout dans la filière équine. Pour les structures qui sont en création, c'est une problématique qu'aujourd'hui, on essaie de les accompagner au maximum à partir de nos grilles, de nos référentiels. C'est vrai que quand j'ai des structures qui sont en création et qui me disent, mais voilà, qu'est-ce que je peux faire? Mais tant mieux, enfin, il vaut tellement mieux le faire en amont plutôt qu'après, une fois que tout est fait. Donc là, on essaye de développer ça et on va de plus en plus développer pour ces structures qui sont en création, qui peuvent pas rentrer dans le label parce que nous, pour être labellisé, il faut être évalué et pour être évalué, il faut que tout soit en fonctionnement, qu'il y ait déjà des chevaux. Donc effectivement, aujourd'hui, on s'adresse vraiment aux structures en fonctionnement, quelles qu'elles soient, mais à terme, on veut vraiment avoir un accompagnement aussi sur les structures en création. Ok, ok, super. Ça, c'est vraiment intéressant. C'est vrai que chez DDE, je suis plutôt partisane de dire, ok, enfin, on essaye de tout penser correctement en amont, comme ça réduit Ouais. drastiquement les frais. Et alors, je sais pas si tu as cette même sensation, mais moi, je sens bien que, enfin là, il y a plein de choses qui vont s'enclencher. Je crois qu'on en avait parlé un petit peu à Lyon, mais peut-être des règles qui vont venir s'appliquer à l'agriculture et autres, et qui vont être assez, enfin, pas contraignantes. On va devoir bosser avec, mais si demain, j'imagine que quelqu'un monte sa structure sur des standards très classiques et qui se renseigne pas un peu de ce qui se passe à côté, ça peut être difficile en termes financiers ou d'investissement derrière, quoi. Ouais, tout à fait. Nous, le label, c'est vrai qu'il a été aussi créé comme un outil pour les professionnels, pour les aider à s'améliorer. On essaye de se mettre en amont des réglementations et de dire, aujourd'hui, voilà, nous, ce qu'on vous conseille, mais peut-être que dans 10 ans, ça sera une obligation. Donc, essayer d'être en amont, de se dire, comment faire au mieux aujourd'hui et pour pas qu'un jour ou l'autre, il y ait une réglementation qui nous tombe sur le coin du nez et que finalement, la structure qu'on a créée n'est plus du tout en adéquation avec la nouvelle réglementation. On n'en est pas là aujourd'hui en France. Mais n'empêche qu'en Suisse, c'est le cas, qu'il y a de plus en plus de questionnements autour du bien-être notamment. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, ou même des réglementations, typiquement la fumière. Alors, c'est pas hyper sexy comme sujet, mais c'est vraiment la réglementation pure et simple. Et on se rend compte que dans la filière équine, c'est très peu suivi. Et sauf que si aujourd'hui on commençait les contrôles sur cette question-là, on aurait beaucoup de problèmes. Donc nous, on se place vraiment en amont en disant faites attention à tous ces points-là. Euh, pour essayer de les aider, de les accompagner en amont de problématiques éventuelles. Ouais, c'est clair. Enfin, moi, ça me fait toujours. Alors, c'est assez paradoxal parce que j'ai l'impression, je sais pas si tu le ressens aussi chez les personnes, soit qui viennent te voir et qui osent pas, tu vois, passer à l'action ou autre. Mais je trouve que c'est plus simple de faire le changement quand t'es pas sous pression. Ouais. Parce que tu peux aussi gérer ton truc que tu sais, si tu as une loi et demain on te dit tout le monde, par exemple, les box de 3 par 3 c'est mort, maintenant ils doivent tous faire 5 par 5 quoi. Ouais, tout C'est... à fait. L'idée, c'est vraiment, voilà, c'est de prendre le temps. Là, on a le temps, on a encore un petit peu de temps, donc autant regarder les choses, les faire correctement. Et il y a l'aspect réglementation, ça c'est une évidence, mais il y a aussi plein de choses à travers le label qu'on essaye de mettre en avant sur des idées, des choses auxquelles les gens pensent pas à leur décharge. Enfin, on peut pas penser à tout, on a souvent la tête dans le guidon. Et l'idée, c'est de penser en amont sur des choses qui, derrière, pourront faire gagner du temps, mais aussi de l'argent. Et ça, c'est important de pouvoir y réfléchir avant, quoi. Ouais, 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 carrément. Carrément. Je te rejoins à 1000% là-dessus. Euh, alors, pour toi, si demain, on a pas mal de personnes, tu vois, qui ont des structures équestres là, qui nous regardent, si demain, la personne se pose la question, est-ce que je dois aller voir Charlotte et le label Écuresse ou pas pour me faire labelliser? Qu'est-ce que vraiment ce label-là, il apporte? Tu vois, quel intérêt la structure aurait à se faire labelliser? Alors, on a un petit peu différents points. On a ceux qui rentrent, par exemple, qui mettent déjà en place des bonnes pratiques et en fait, qui veulent mettre en valeur ces bonnes pratiques. Donc là, on est vraiment sur le côté aspect communication, image de marque, où la structure va pouvoir mettre en avant cette labellisation. Côté, elle a été évaluée et du coup, elle peut mettre en avant ce label et se différencier de la concurrence. On en a qui rentrent pour le côté conseil. Il y a des structures qui, voilà, dans la filière équine, malheureusement, on a peu de conseils neutres. On a beaucoup de technico-commerciaux qui essayent de faire, voilà, qui essayent de vendre des produits. Nous, l'idée, c'est vraiment d'apporter du conseil à nos labellisés et à ceux, comme on le disait, qui sont en construction sur toutes les questions environnement, bien-être animal. On va pas aller sur des domaines qui nous concernent pas. Bien sûr. Mais en tout cas, tout ce qui est bien-être ou environnement, on peut répondre à énormément de questions, que ce soit en interne
où aussi on a tout un réseau d'experts. Nous, on bénéficie quand même d'un réseau d'experts dans la filière équine ou autre, pour leur répondre. Donc, on a le côté vraiment conseil, amélioration des pratiques. On est vraiment là pour ça. Et troisièmement, il y a un côté économique. Alors, par exemple, la première des choses, c'est que nous, dans nos critères, on a toute une partie sur les consommations d'eau, les consommations d'énergie. On a certains labellisés, rien en mettant un petit peu le doigt sur ces consommations, en mettant un petit peu des bonnes pratiques en place, eh ben, ils ont fait des vraies réductions, certes de consommation, mais aussi des vraies, enfin voilà, des économies non négligeables. Donc ça, c'est assez intéressant. D'un point de vue économique, on a aussi un réseau de partenaires qui vendent des services ou des produits en lien avec le label EQRS qui proposent des tarifs avantageux à nos labellisés. Par exemple, dans les services, on a quelqu'un qui fait des calculs de ration ou de la gestion de prairies. Dans les produits, on va avoir des dalles de stabilisation à des prix très intéressants. On essaye de développer ça. Et dernier point économique, dans certaines régions, on a des aides qui sont bonifiées pour les labellisés EQRS, c'est-à-dire qu'on a un certain taux d'aide. Si on est labellisé EQRS, on peut accéder à davantage d'aides. Et ça dépend un petit peu des régions, mais on essaye de le développer de plus en plus. Avec quel organisme tu travailles exactement? Parce que j'ai l'impression, quand tu me dis ça, que tu vois, ça s'arrête pas uniquement à la filière cheval. Vous travaillez avec les conseils départementaux, régionaux et tout ça, du coup, c'est ça? Oui, tout à fait. On travaille, en fait, nous au départ, on travaille avec les conseils des chevaux régionaux, mais derrière, on essaye de travailler du coup avec les conseils régionaux, qui eux sont souvent à l'origine des aides. Et après, nous, on est le seul label à être reconnu par le ministère de l'Agriculture. Donc, on a eu un vrai travail avec le ministère de l'Agriculture pour avoir cette reconnaissance, au même titre que d'autres filières agricoles d'un point de vue environnemental. Donc, c'est vrai que on travaille avec plein d'interlocuteurs différents, chevaux principalement, mais pas que. Par exemple, aujourd'hui, on avait notre comité de labellisation qui se réunit une fois par an. Et l'idée, c'est qu'il y ait l'ensemble des représentants de la filière équine, mais aussi d'associations de protection de l'environnement qui soient là pour décider des orientations stratégiques du label. Donc, on essaye vraiment d'avoir voilà, des décisions collectives et en prenant en compte bien toutes les parties intéressées qui peuvent être liées au label EQRS. Ok, carrément. Super intéressant parce que c'est vrai dans la filière cheval, j'entends beaucoup, on est en mode un peu excentré, quoi. Ça avait été un peu. J'avais accompagné quelqu'un pour le financement de son entreprise équestre en Île-de-France. Et alors, enfin, c'était un peu la cohue en termes au ministère de l'Agriculture. Enfin, c'est pas le ministère de l'Agriculture, le Chambre d'agriculture, pardon, d'Île-de-France, où Ouais. en fait, enfin, le cheval, enfin, ils savent pas quoi. Autant sur le bovin et tout ça, ils sont très précis, mais autant sur le cheval, enfin, c'est très très compliqué. On est très peu représentés. Alors, ils soutiennent un peu l'élevage, mais ils veulent pas soutenir le sport. Enfin, c'est. Ouais, ça dépend complètement des régions. Il y a énormément d'organismes. La filière équine, elle est quand même très sectorisée au départ entre les courses, le sport, l'élevage. C'est pour ça qu'il y a les conseils régionaux, les conseils des chevaux régionaux en région qui quand même sont censés représenter tout le monde. Et ensuite, il y a plus ou moins des relations avec les chambres d'agriculture. Il y a certaines chambres d'agriculture qui ont des ingénieurs spécifiquement filière équine et il y en a pas du tout. Donc l'idée, c'est vraiment d'essayer de développer ça. Après, évidemment, dans des régions comme la Normandie où il y a beaucoup de chevaux, il va y avoir des spécialistes équins dans les chambres d'agriculture. Mais l'idée, c'est d'essayer d'en avoir un petit peu partout ou des chargés de mission des conseils des chevaux. Et nous, on travaille beaucoup avec tous ces gens-là. Super. On revient rapidement. Alors, c'est la Soudarderie. Je pense que c'est une écurie ou un centre équestre qui demande, c'est une question très difficile, le cahier des charges du label pour les structures anciennes. Alors justement, je voulais te poser la question, comment ça se passe, tu vois, des structures qui sont installées là depuis 20 ans, où il faut faire de gros changements. Comment ça se passe exactement? Alors heureusement, dans nos labellisés, on n'a pas que des structures toutes récentes, pas du tout. L'idée, c'est que le niveau 1 du label, en fait, il est assez accessible à beaucoup de monde dans le sens où il n'y a pas d'investissement financier à faire. Mais par contre, il faut être un peu bon partout, avoir des bonnes pratiques, que ce soit sur le bien-être, que ce soit sur la gestion de l'électricité, de l'eau, de la biodiversité. Enfin, le label Écuresse, il repose sur 10 thématiques. Et l'idée, c'est que voilà, pour ce niveau 1, il faut aucun critère non labellisable, mais du coup, il faut être un petit peu bon partout. Mais il n'y a pas d'investissement à faire. On ne va pas demander à avoir des panneaux photovoltaïques pour rentrer dans le label EQRS. Évidemment, pour le niveau 3, on va tendre vers ça. Et c'est pour ça que c'est intéressant et qu'on a toujours 3 niveaux sur chacun de nos critères pour faire un petit peu l'état des lieux de où on en est.
et ce vers quoi on peut aller pour faire mieux. Mais c'est vrai que le niveau 1, il a été construit. Alors évidemment, hein, il faut prendre énormément de critères en compte et être, voilà, être un peu bon dans différents sujets, différentes thématiques. Mais en tout cas, il n'y a pas d'investissement en tant que tel et on a des vieilles structures qui sont labellisées et heureusement. Alors évidemment, si on peut prendre en compte le cahier des charges du label Écureuil pour construire une structure toute neuve et avoir pensé à tout, ben, c'est merveilleux, mais c'est pas le cas de la plupart des structures. Mais c'est intéressant ce que tu dis aussi parce que du coup, ça me fait penser, en fait, au départ, moi, je m'étais dit, tu vois, enfin, le label Écureuil, il faut absolument être labellisé parce que, comme tu disais, c'est une question d'image et tout ça. Mais même, par exemple, voilà, comme on disait, si c'est un peu difficile d'avoir le premier niveau, c'est peut-être aussi une question de se dire, on s'améliore petit à petit pour Ouais. tendre vers le premier niveau, quoi. On n'est pas obligé de se dire, dès la première année, dès que je candidate, il faut que j'ai absolument le niveau 1. Ça peut être le cas, mais ça dépend dans quelle démarche on est, avec les moyens aussi qu'on a, quoi. En fait, ouais. Et puis voilà, il y a vraiment notre autodiagnostic en ligne qui est déjà là pour faire le point, voir si on est éligible ou non. Et derrière, eh ben, si on est éligible, on est évalué. Et là, on va voir à quel niveau on est. Et si on peut s'améliorer, eh ben, tant mieux. Mais c'est rare de rentrer déjà au niveau supérieur. Mais voilà, de déjà rentrer dans la démarche, c'est important. Ça permet de rentrer dans une démarche d'amélioration continue. Et encore une fois, il n'y a pas d'investissement financier énorme à faire pour être dans ce premier niveau. Ok, ouais, ça c'est top. Merci beaucoup pour tout ça. Et alors, tu sais, on a pas mal au niveau de la Fédé, il y a pas mal de labels et tout ça, Poney Club de France, des choses comme ça. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la différence entre ces labels, entre celui de EQRS et ceux qui sont proposés ailleurs? Alors, les labels de la Fédé, déjà, on n'est pas du tout sur les mêmes thématiques parce que eux, ils vont s'intéresser à tout ce qui est aspect pédagogique. Nous, c'est vraiment pas notre domaine au départ, donc ça, on est bien différent. L'autre différence, c'est que nous, on est un label, voilà, on est le seul label à être réellement certifié en. Alors aujourd'hui, la problématique dans la filière équine, c'est qu'on peut appeler label un peu tout, enfin dans tout d'ailleurs, mais nous, on est le seul label à avoir l'agrément du ministère de l'Agriculture. Nous-mêmes, on est certifié par un organisme certificateur au même titre que Label Rouge ou Agriculture biologique Ok, dans d'autres filières qu'on connaît peut-être plus. Mais en fait, tous les ans, on a un organisme certificateur qui vient nous auditer, c'est-à-dire qu'il va vérifier tout notre système de contrôle interne. Est-ce qu'on fait les choses correctement dans les délais? Est-ce qu'on respecte toutes les exigences? Et après, ils vont vérifier un échantillon de structure labellisée pour vérifier qu'ils ont été correctement évalués. Donc en fait, on est vraiment surveillé, mais c'est intéressant aussi d'avoir cet organisme tierce partie finalement pour avoir le côté extérieur et garantir la crédibilité et ouais, la garantie que le label il est fait correctement et d'une façon impartiale. Et ça, aujourd'hui, c'est le seul label de la filière équine. Encore une ok. fois, c'est intéressant. Tous les labels sont intéressants, mais à différents niveaux en fonction de ce qu'on veut et de ce qu'on veut comme garantie aussi. Ouais. Donc, si je résume, le label EQRS, c'est vraiment lié sur le bien-être animal, sur le côté environnemental. C'est ça. Si on Tout à veut se fait. caler sur ces points-là, Ah oui. c'est ok, c'est C'est complètement ça, ouais. ok. Est-ce que tu aurais en tête, par exemple, alors de mémoire, je me rappelle, je crois que tu as plusieurs, je ne sais pas si on peut dire plusieurs domaines, ou je ne sais pas exactement comment vous appelez ça, mais est-ce que tu peux nous citer quelques domaines que tu aurais en tête là et qui sont évalués avec le label? Alors, alors nous, on appelle ça des thématiques, mais c'est Ok, exactement la même chose. Alors nous, la première thématique, c'est tout ce qui est alimentation et litière. Donc là, ça va être de regarder plutôt l'approvisionnement en paille, l'approvisionnement en foin, essayer de privilégier un approvisionnement local plutôt que d'aller à l'autre bout de la France acheter son foin, essayer de privilégier une agriculture raisonnée plutôt que conventionnelle. La deuxième thématique, c'est tout ce qui est bien-être. Donc là, on va regarder les besoins fondamentaux des chevaux. Est-ce qu'ils ont des contacts sociaux? Est-ce qu'ils peuvent être sortis en liberté? Si oui, à quelle fréquence? Le calcul des rations et tout ce qui est soins vétérinaires, par exemple. Ensuite, on va avoir tout ce qui est déplacement et transport. Donc là, c'est vraiment regarder tous les engins qui sont sur une exploitation équine et avoir un peu une incidence sur choisir des engins moins polluants, mais aussi les stocker correctement. Après, on va avoir les thématiques eau et énergie. Donc là, c'est dans un premier temps suivre ses consommations. C'est la première des choses et c'est important déjà d'avoir un suivi de ses consommations pour ensuite voir quelles améliorations on peut faire, quel plan d'action on peut avoir.
Euh, alors là encore, voilà, si on a des éléments qui peuvent limiter les consommations, des LED à la place des ampoules normales. Alors si on va au mieux, on va avoir des panneaux photovoltaïques, mais encore une fois, c'est pas une obligation. Tout ce qui est eau, c'est comment on arrose ses carrières. Est-ce que c'est le réseau d'eau de ville? Est-ce que c'est de l'eau récupérée? Dans l'idéal, c'est de la récupération des eaux de pluie. Enfin voilà, à chaque fois, on a vraiment ces différents échelons. Ensuite, on va avoir une thématique sur tout ce qui est espace extérieur, biodiversité. Donc là, c'est comment on va entretenir les prairies. Est-ce qu'il y a des haies? Est-ce qu'il y a des ruisseaux? Est-ce qu'il y a des mares? Là, c'est vraiment le côté biodiversité avec l'intégration de la biodiversité dans son exploitation équine parce qu'on est quand même une exploitation agricole et on a un rôle à jouer auprès de l'environnement et de la biodiversité. Est-ce qu'on utilise des engrais, des phytos? C'est pareil, là, les phytos, c'est pas complètement interdit, mais on tend vraiment à les réduire et à faire de moins en moins. Bon, alors, dans la filière équine, on est assez tranquille sur les phytos, on n'en utilise pas trop, mais bon, voilà, il y a ça qui est pris en compte. Après, il y a tout ce qui est gestion des bâtiments, donc essayer d'utiliser le moins possible de produits nocifs pour l'environnement. Gestion des équipes et communication, parce que là encore, une fois, c'est intéressant, le côté, bon, on a un label, c'est bien, mais finalement, il faut que toute son équipe, si on a des salariés, soit sensibilisée. Il faut que les utilisateurs de l'exploitation aient un petit peu en tête tout ce qui est réduction de consommation, par exemple. Voilà un petit peu, je crois que j'ai fait le tour des... Ah non, et fumier et déchets, très important. Parce que ça concerne vraiment tout le monde, que ce soit d'ailleurs à titre personnel ou professionnel dans la filière équine. Mais le côté, le premier déchet, c'est le fumier. Qu'est-ce qu'on en fait? Et ensuite, tous les autres déchets, essayer de se dire que chaque déchet, finalement, essayer de le recycler au maximum. Des exemples tout bêtes que les gens n'ont pas forcément en tête, mais par exemple, les ficelles et les filets de ballots de foin ou de paille, on en a tous dans la filière équine, et il faut savoir que ça se recycle et que ça peut devenir des ficelles si on les dépose dans les coopératives agricoles. C'est des petites choses, voilà, comme ça qu'on sait pas forcément, et en fait, nous, on essaye vraiment de mettre en avant tous ces points-là pour essayer d'améliorer à notre niveau, et encore une fois, là, ça ne demande pas d'investissement, c'est juste des bonnes pratiques. Et alors, du coup, tu parlais tout à l'heure de ton... C'est un outil d'autodiagnostic, c'est ça? Ouais. Est-ce que ces bonnes pratiques là déjà quand on fait son autodiagnostic, on peut en avoir une visibilité quoi? Est-ce qu'on peut se dire par exemple voilà, je remplis mon autodiagnostic et là quand on dit le tri des ficelles, qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que vous les mettez à une coopérative ou autre? Est-ce que là du coup on voit vraiment les solutions qui nous sont proposées? Ouais. En Ok, fait, exactement. L'autodiagnostic, alors il est un peu long à remplir, mais il est accessible à tous et il peut être fait en plusieurs fois. Et l'idée, c'est déjà de se dire où j'en suis aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Et à chaque fois, le niveau 2, le niveau 3, ils nous permettent de s'améliorer et de se dire, bon, aujourd'hui j'en suis là, ok, mais voilà ce qu'il y aurait là comme action concrète pour pouvoir progresser. ok, ça c'est top, Et donc génial. l'autodiagnostic, il est accessible sur notre site internet, c'est tout à fait gratuit, ça n'engage en rien, il faut juste s'inscrire et commencer à le remplir. Et si on veut aller au bout, si on est éligible et qu'on veut aller au bout, et on candidate, mais n'importe qui peut le remplir. Ouais. Oui, bah déjà, comme on disait tout à l'heure, juste pour regarder ce qu'on fait en fait dans notre entreprise équestre VS ce qui est demandé dans le label, quoi. Ouais, c'est Ouais, exactement. super intéressant. Et Jérôme qui nous demande du coup, est-ce qu'il y a une passerelle possible avec les autres labels agricoles type bio, haute valeur environnementale? Ouais, alors on a justement la reconnaissance du ministère de l'Agriculture au niveau 2 de la certification la certification environnementale des exploitations agricoles. Donc c'est ce qui est connu sous le nom de HVE. Mais nous, on est au niveau 2 puisque le HVE niveau 3, c'est pas à l'échelle collective. Nous, là, on est à l'échelle collective et du coup, tout labellisé QRS dès le niveau 1 a cette équivalence auprès du ministère de l'Agriculture au niveau 2 de la HVE. Et dans une autre équivalence, on est aussi équivalent avec la Charte nationale pour le bien-être équin, qui est portée par la Fédération nationale du cheval et qui a été signée par toutes les institutions de la filière équine. Et là, c'est pareil, notre label, il permet automatiquement d'avoir l'adhésion à cette charte, d'être reconnu comme respectant cette charte. Aujourd'hui, c'est la seule façon de l'évaluer. Ok, ok, super, très très cool. Parce que je crois qu'alors, si je dis pas de bêtises, Jérôme a des activités viticoles et il a déjà ce label haute valeur environnementale. Dans ce cas-là, comment ça se passe? Est-ce qu'il faut qu'il vous envoie un mail en mode j'ai ce label-là, du coup, est-ce qu'on peut faire passer mon écurie là-dessus ou comment ça se... Alors nous, on s'intéresse à la partie équine uniquement. On va pas Ok, aller regarder sur si, par exemple, si c'est deux ateliers dans une exploitation, une écurie et une partie viticole, nous, on va pas aller contrôler la partie viticole. Par contre, on contrôle la partie équine. Nous, ok, c'est une équivalence pour ce qui nous concerne, donc la partie équine. ok.
Ok, et alors dans ce cas, il y a quand même des choses sur lesquelles il faut qu'il soit réaudité parce que j'imagine que quand tu es HVE sur une activité viticole, c'est pas forcément les mêmes choses qui sont demandées pour le cheval, Si les quoi. critères sont les mêmes, les critères sont D'accord. exactement les mêmes, c'est juste que nous, nos évaluateurs, ils ont, en plus de tous les critères EQRS, ils regardent la partie HVE2 pour la filière équine, mais ils sont pas agréés pour regarder les autres ateliers qui ne sont pas équins. Ok, ok, bon bah super, c'est hyper clair et Jérôme dit oui uniquement pour la partie biodiversité. Bon, bah, Ouais. top. Génial. Euh, alors, j'ai Sébastien qui me demande comment est-ce que donc le label EQRS fait pour se faire connaître des professionnels de la filière. Et il demande car généralement les pros n'ont pas beaucoup de temps et si c'est long à remplir, faut les motiver. C'est vrai. Alors, comment on se fait connaître? Nous, on essaye vraiment de travailler avec bah voilà, ce que je disais tout à l'heure, nos relais en territoire, parce que tout seul, on a évidemment notre communication, réseaux sociaux et compagnie, ses reconnaissances. On a énormément de partenariats avec les institutions, l'IFCE par exemple, ce genre de choses qui permettent aussi de nous faire connaître. Mais l'idée, c'est qu'il y ait sur le territoire partout un petit peu des gens qui puissent expliquer aux professionnels bah, comment ça marche. Après, on en a quand même plein qui sont motivés, qui remplissent l'autodiagnostic. Et souvent, voilà, s'il y a des aides à la clé ou ce genre de choses, bah, les gens le font, ils voient tout de suite l'intérêt. Il y en a qui le font aussi par conviction personnelle de l'environnement et du bien-être. Et après, nous, on est aussi là pour les aider. S'il y en a qui ont un petit peu des difficultés à remplir l'autodiagnostic ou quoi, bah, on fait une fini au téléphone ou en vrai. Enfin, voilà. On essaye vraiment de faciliter la démarche pour tout le monde. Oh, ça, c'est top. Et d'ailleurs, j'en profite, je fais un petit aparté. Comme je vous ai rencontré toutes les deux, notamment toi, Charlotte, je trouve que vous faites un travail incroyable parce que vous êtes une petite équipe. Et c'est dingue ce que vous faites, donc un grand bravo. Et alors, pour avoir fait l'audit, mais du coup, enfin, l'autodiagnostic, pardon, mais il y a très longtemps. Et alors, j'ai mes chevaux à la maison, pareil. Donc, j'ai fait ça juste pour moi. Mais je trouve ça vraiment top. Donc, allez-y, ne serait-ce que par curiosité, entre guillemets, pour voir un petit peu où vous en êtes et tout ça. C'est hyper intéressant. Typiquement, un truc, je crois que je t'avais dit déjà au Salon du Cheval de Lyon, mais moi qui m'a sauté aux yeux, c'est genre à combien de kilomètres vous achetez votre foin. Avant de faire l'autodiagnostic, je m'étais jamais posé la question. En vrai, je m'étais dit, j'ai du foin pour mes chevaux et puis c'est tout, quoi. Et ça fait vraiment un tilt un peu dans ma tête en mode, ah ouais, mais ça c'est important en fait. Bah, Euh, c'est des petites choses comme ça. Et par exemple, enfin, il faut savoir que dans la filière équine, un des plus gros impacts sur l'environnement, c'est les transports, notamment liés à l'alimentation et au transport des chevaux pour les compétitions. Alors, au transport des chevaux pour les compétitions, on n'a pas trop le choix, mais l'alimentation, bah, c'est par exemple sur des granulés, au lieu de les faire venir du Royaume-Uni, bah, on en a quand même en France et de qualité. Enfin voilà, c'est des choses comme ça où encore une fois, c'est pas des investissements financiers, c'est changer un peu ses habitudes, mais pour avoir des pratiques plus vertueuses, en tout cas vis-à-vis de l'environnement. Et est-ce que, alors du coup, pendant que tu me dis ça, ça me fait penser, parce que c'est vrai qu'en ayant travaillé en Angleterre, enfin, sur les pratiques notamment au niveau de comment ça s'appelle, justement des granulés, tout ça, c'est un peu différent que ce qu'on fait en France. Est-ce que toi aussi, tu as peut-être un champ d'action sur les distributeurs français d'aliments pour leur dire, écoutez, ils font ça au Royaume-Uni, c'est intéressant, ça, on en fait venir un peu en France. Est-ce que vous pouvez pas développer une gamme qui est un peu similaire? Alors, on pourrait, pour le moment, ce qu'on a fait uniquement, c'est pas tellement sur les gammes en tant que telles, c'était sur des problématiques d'emballage où il y avait des très bonnes marques, notamment on travaillait avec il y a un Arad Pur Sang qui était labellisé Écuresse et il travaillait avec une bonne marque, il avait fait tous ses calculs de ration, il voulait pas changer, mais sur la partie, il voulait aller plus loin dans les critères et pour remonter un peu de critères, il fallait regarder l'emballage et si c'était recyclable ou non. Et en fait, cette marque-là faisait uniquement des emballages plastiques et pas papier ou pas recyclable ou pas non plus de la livraison en vrac dans des silos. Et du coup, on avait fait, voilà, on était remonté auprès du commercial, à essayer de leur expliquer le pourquoi du comment. Et ils ont fini par faire des emballages recyclables en papier et carton, tout bête, hein, mais qu'on peut mettre au recyclage. Et donc, pour l'instant, voilà, on n'a pas encore développé sur les gammes, mais là-dessus, on avait essayé d'agir parce que c'est trop dommage et que si les autres marques le font, il n'y a pas de raison que eux ne puissent pas. Ah, c'est génial. Moi, j'adore ces histoires comme ça. Je Et suis ça, c'est trop. de nos labellisés qui le font remonter aussi, en fait. Et avec eux, on travaille à améliorer les pratiques qui vont finalement impacter beaucoup plus de monde derrière. Ben, c'est clair. C'est clair. Et puis aujourd'hui, comme tu dis, enfin, vous êtes le seul label reconnu par le ministère de l'Agriculture.
Donc, enfin, s'il est labellisé, il remonte en disant, bon, Charlotte, on a besoin d'aide là-dessus, on aimerait faire mieux et tout ça. Enfin, toi, quand tu appuies cette demande-là, elle a quand même un poids important. Donc c'est très, Ouais, très cool. c'est ça. Donc on essaye voilà de faire remonter avec les problématiques des labellisés, on va essayer d'aller plus loin. Alors de nous-mêmes là on manque un peu de temps pour aller voir tout le monde, mais en tout cas même nous on est approché par des nutritionnistes ou des vendeurs d'aliments qui et après voilà nous on peut aussi conseiller nos labellisés en fonction de ce qu'on sait, en fonction des cahiers des charges, des boîtes d'aliments ou autres. Ouais. Ouais, carrément, bah, parce que vous commencez à avoir une sacrée vision globale de la filière enfin, en tout cas dans vos domaines d'activité. Ouais, tout à fait. Mais même sur les copeaux, si on regarde les copeaux par exemple, euh, enfin d'un point de vue environnemental plastique, c'est tout est emballé dans du plastique. Enfin, c'est quand même pas super, alors qu'il y en a maintenant qui proposent en vrac. Et pour ceux qui ont la possibilité de le stocker correctement, bah, c'est super, mais il faut le savoir. Pareil, sur les copeaux, il y a les copeaux tout bêtes et il y a ceux où on a un peu la garantie qu'ils ont été, qui proviennent d'une forêt exploitée correctement. Enfin voilà, c'est des petites choses auxquelles il faut faire attention. Et pour répondre à la question de tout à l'heure, est-ce qu'il y a besoin d'investir? Est-ce que ça coûte? Bah non, en fait, ça c'est vraiment des bonnes pratiques de faire attention. Alors oui, ça peut nécessiter parfois de privilégier un fournisseur plutôt qu'un autre, mais c'est pas des investissements économiques en tant que tels. Oui, c'est vrai que c'est assez étonnant. Alors, je sais pas, je sais pas si l'IFCE a déjà étudié ça ou pas, mais tu sais, ce côté, par exemple, moi, je sais que pour mon cas, je fais hyper gaffe à la provenance des aliments et tout ça, de ce que je mange et tout. Mais par contre, c'est vrai que là, tu me parles de copeaux. Je me suis jamais posé la question, enfin, est-ce que je pourrais pas faire différemment? Je reçois mes copeaux classiques et puis je vais pas regarder si la forêt elle était un peu protégée ou autre, quoi. Enfin, Bah ça, en fait, dès qu'on creuse un petit peu, on se rend compte que bah, ils ont quand même des obligations. Il y en a qui vont le mettre en avant et on peut vérifier ce genre de choses. Mais encore une fois, la première des choses à faire, c'est de mettre le doigt dessus et de s'y intéresser. Et je critique pas du tout parce qu'on a tous aussi nos priorités. Mais c'est voilà, nous, on sert aussi à ça, à dire, mais attendez, est-ce que vous avez regardé ça? Ah bah non. Et en fait, derrière, il peut y avoir un impact, voilà, sur des choses aussi simples que la provenance du copeau. c'est ça, c'est le côté. Je crois qu'on en avait parlé, mais moi, c'était le côté de rendre les humains un peu plus conscients, quoi. Euh, Ouais. c'est ok de pas savoir parce que ben, on peut pas tout savoir et que dans le cheval, c'est tellement prenant et énergivore en termes de timing que le soir, ben, on est crevé et on a juste envie d'aller se coucher et pas forcément de feuilleter, de chercher des trucs qu'on connaît même pas. Mais après, par contre, une fois qu'on met le doigt dessus, enfin, on peut plus faire genre non, on connaît pas, on n'a pas vu quoi. Maintenant, il faut aller chercher C'est parce que ça. Et c'est à ça que nous on sert aussi. Enfin, l'idée, c'est qu'on a bien conscience que nos labellisés, ils sont toujours à fond. Et bah, s'ils ont une question, au lieu que eux mettent du temps à chercher, et ben nous, soit on a la réponse et c'est réglé, soit on cherche à leur place, mais on a les réseaux d'experts qui nous permettent de répondre beaucoup plus facilement que si eux devaient chercher tout seuls. Et donc ça, c'est ce qu'on essaye de développer aussi. ouais, ouais, carrément, ouais, c'est hyper intéressant, c'est très cool. Je reviens sur une question que moi j'ai connue aussi pas mal cette problématique dans le sud de la France, l'étrier de Caumont qui dit pour revenir sur le foin, moi je l'achète loin parce que je n'ai pas d'agriculteur à proximité qui peut me fournir la quantité nécessaire sur l'année. Je sais pas si, bon, je pense que tu dois être au courant, mais c'est vrai qu'il y a certaines régions où la quantité de foin, la production et tout ça est un peu tendue, quoi. Bah, c'est pour ça qu'il faut faire au mieux avec les moyens qu'on a aussi. On se rend doute bien que dans les Alpes ou en Normandie, il n'y a aucun problème d'approvisionnement en foin. Il y a d'autres endroits qui sont, bah voilà, qui sont plus compliqués. Après, il faut pas non plus se laisser berner par certaines appellations. On a l'impression que c'est du foin de bien meilleure qualité, alors qu'en fait, on se rend compte qu'à côté, si on fait des analyses de foin, on est à peu près sur les mêmes valeurs nutritionnelles. Donc voilà, il faut faire attention à ça aussi et toujours, encore une fois, dans la mesure du possible, essayer de faire au plus local. Mais évidemment, si on est en PACA, bah, c'est plus compliqué qu'en Bretagne, en Normandie ou dans les Pays de la Loire. Évidemment, c'est toujours faire en fonction de ses contraintes, mais faire au mieux en fonction de ses contraintes. Après, j'imagine que si quelqu'un candidate au label et qu'il y a juste une problématique sur la provenance du foin qui vient de très loin, c'est pas pour ça que vous allez le rogner en mode non, tu peux pas avoir ton label, on est d'accord, hein. En fait, c'est en kilomètres, donc on a des critères hyper précis, mais nous, par contre, il faut aucun critère non labellisable pour être labellisé. L'idée, c'est voilà, c'est que encore une fois, qu'on respecte un ensemble de critères, mais évidemment, les kilomètres sont assez larges pour que
mais pour qu'on puisse aller chercher son foin. Enfin, ça, on a regardé aussi qu'une région PACA puisse retrouver du foin dans les kilomètres qu'on a demandé, quoi. Ouais. Ok. Ok, en effet, enfin, j'imagine que si la personne vous remonte une vraie problématique sur une question clé, vous êtes capable aussi d'être un peu flexible en mode soit de Ouais, trouver des solutions et de lui montrer qu'il c'est y en a ça. d'autres, soit de dire ok, c'est vrai que on Ouais. trouve pas et on valide quand même. L'idée, c'est vraiment de les accompagner et de faire au mieux et de trouver des solutions quoi qu'il arrive. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de dire on n'est pas juste là pour dire toi tu as le label et toi tu l'as pas. Oui. Mais c'est vraiment dans une démarche de, bah, tu disais, mince, une démarche de transition enfin, positive, quoi. Donc, Ouais, et on sépare vraiment parce qu'on a les évaluateurs qui sont sur le terrain et qui vont évaluer, qui ont vraiment ce rôle. Alors, ils ont un rôle de conseil aussi, hein, mais ils ont le côté auditeur, ils vérifient les critères, ils disent oui ou non. Et nous, dans l'équipe, où on fait pas ces évaluations exprès pour pouvoir garder ce rôle de conseil tout le temps et qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêt, en fait. ok. Qu'on n'accompagne pas une structure de A à Z à rentrer dans le label et que ce soit nous-mêmes qui allons l'évaluer, ça n'aurait pas de sens. Ouais, ok. Non, c'est très cool. C'est hyper intéressant parce que, en fait, ce que vous dites, vous l'appliquez aussi. Oui, ah bah oui, c'est l'idée. Exactement. Nos labellisés sont audités, mais nous-mêmes, on est audités. Enfin voilà, c'est une démarche dans sa globalité. C'est en ça que je dis que c'est un vrai label, c'est que ben, on a plein d'exigences à respecter nous aussi. Et quand nous, on est audités chaque année, on fait pas les malins. Tu m'étonnes, tu dois te mettre un peu à leur place en mode bon, c'est C'est pas le ça. meilleur moment de l'année. Heureusement que c'est toujours constructif et fait vraiment dans la bonne humeur, mais bon, c'est toujours le Ouais. petit stress de l'audit, quoi, ce qui est normal. Bah oui, oui, parce qu'on a tous envie de faire bien et C'est ça. ouais, toutes les personnes qui s'engagent là-dedans, quoi qu'il en soit, c'est qu'elles sont déjà convaincues et qu'elles ont envie de montrer aussi les efforts qu'elles font, quoi. Ouais. Mais il n'y a jamais de problème avec nos évaluateurs en interne. Ouais. Ouais, c'est top. Et alors parlons un peu du côté, je pense que c'est le moment là, parce qu'on a bien dégrossi le sujet. Est-ce qu'on peut parler du coût? Oui. Alors le choix, ça a été fait que ce soit un coût en fonction de l'effectif salarial de l'entreprise, c'est-à-dire en gros que les gros payent pour les petits. Alors c'est dit crûment, mais c'est vraiment l'idée, c'est collectivement, ça a été choisi comme ça. Zéro salarié, c'est 350 euros par an. Entre 1 et 10 salariés, c'est 500 euros par an. Et après, il y a des échelons au-dessus pour les plus gros, mais la majorité, c'est entre ces deux échelons-là. Ok, moi c'est Et pour super. les hippodromes, ça a été fait différemment. Là aussi, ça a été fait en consensus. C'est en fonction du nombre de réunions par an, puisque les plus gros hippodromes vont avoir plein de réunions, vont payer plus, et ceux qui n'ont pas beaucoup de réunions, eh ben, vont payer moins. Ok, ah, ça c'est top. Génial. Et alors pour les événements, comment ça se passe? Parce que les événements, c'est une fois par an, quoi. Alors, Ou c'est beaucoup plus compliqué à gérer pour les événements parce que ils doivent être évalués absolument tous les ans, d'une édition à l'autre, on considère qu'ils peuvent tout changer. Et il doit être évalué la veille de l'événement, oh, mais puisqu'il faut que tout soit en place, en fait, qu'il y a des événements qui mettent bah, voilà, 2 jours avant. Du coup, pour nous, c'est assez speed parce qu'il faut les évaluer la veille et leur donner la réponse tout de suite pour qu'ils puissent communiquer dessus. et alors là, pour un événement, du coup, parce que c'est quand même, il faut être honnête, c'est un peu contraignant, quoi, mais c'est, enfin, c'est la réalité du terrain. À un moment donné, quand c'est un Ouais, événementiel, ça veut bien dire c'est ce que ça ça. veut dire. Quel est l'intérêt principal pour pour un organisateur de se faire labelliser Écuresse pour une année ou deux ou trois s'il redemande à chaque fois l'audit? Alors là, on va pas avoir l'aspect aide comme tout à l'heure, mais c'est vraiment le côté différenciation de la concurrence et mise en avant des bonnes pratiques. Enfin, quand on regarde l'événementiel, tout à l'heure, je disais c'est le transport dans la filière équine, mais sur l'événementiel, on a énormément de progrès à faire. C'est sur la restauration, C'est ça. sur tout ce qui est déchets, tout ce qui est communication. Et du coup, ils ont aussi ce côté-là, bah, encore une fois, pour essayer d'améliorer leurs pratiques d'une année sur l'autre. On met aussi des outils à disposition. Par exemple, pour les événements, on a créé des chartes pour qu'ils puissent essayer de sensibiliser et d'investir un peu leurs points de restauration pour que ce soit pas toujours de dire bah c'est eux, nous on gère pas. Bah non en fait. Et du coup, on leur apporte aussi des outils pour s'améliorer.
Et Ok. par exemple, si tu prends le Mondial du Lion qui est labellisé, depuis le début, ils ont vraiment évolué, ils mettent de plus en plus de bonnes pratiques. Enfin, voilà, d'une année sur l'autre, ils prennent à chaque fois les axes d'amélioration en compte. Cette année, du coup, ils sont passés au niveau 2, donc nous, on l'appelle le niveau progression. Et là, ils nous ont demandé un rapport pour pouvoir passer au niveau encore 3, au niveau supérieur. Du coup, voilà, c'est toujours dans cette démarche d'amélioration continue. Et quand on a des équipes comme le Mondial du Lion, c'est un vrai bonheur parce que, enfin, c'est vraiment toujours chercher à s'améliorer et c'est super. Et alors, bah, du coup, Margot m'a devancé, mais elle demande les critères sont les mêmes que ce soit structure équestre, hippodrome et événement. Non, alors en fait, au départ, ça a été vraiment le classique, vraiment structure agricole. Finalement, après, on a travaillé avec l'IFCE pour la partie événement, avec vraiment le côté événementiel. Donc, par exemple, on a beaucoup moins sur l'accueil des chevaux au cours des années. Par exemple, tout ce qui est suivi maréchal, soins alternatifs, ça concerne pas l'événement, c'est les propriétaires. Donc ça y est pas. Par contre, on a toute une thématique accueil du public, communication, restauration. Du coup, sur les déchets, on n'est pas sur les mêmes choses. Et ouais, c'est ça, restauration, hébergement. Et donc, de la même façon pour les hippodromes, au départ, il n'existait pas le label Écurie Hippodrome. Et là, on a travaillé avec les courses en se disant, mais en fait, finalement, les hippodromes, ils accueillent des chevaux que quelques jours. Donc, on est beaucoup plus proche de l'événementiel que des structures agricoles. Et du coup, là, on a mis vraiment des critères spécifiques courses, parce qu'il y a plein d'obligations dans les courses qu'il n'y a pas ailleurs. Et aussi la partie restauration, accueil du public, qu'on retrouve de l'événementiel. En gros, le hippodrome, c'est un mix entre événementiel et classique, avec en plus des critères spécifiques pour les courses. Yes, yes, carrément. C'est vrai. Ouais, c'est vrai que le système de fonctionnement est quand même clairement différent d'une structure équestre, mais ok. Et alors, du coup, un centre d'entraînement, vous le passez en quoi? En mode structure équestre? Ouais, structure classique. Ok, ok, bon, cool. Là, il y a Marie qui demande vous apporter quel type d'outils, s'il vous plaît? Pour les événements, là, je Attends, pense que c'était lié. je t'avoue, Alors j'ai pas après, bien en compris. plus classique, pour nos labellisés, en fait, ils ont un espace privé en ligne où ils vont retrouver, alors je l'ai dit tout à l'heure, tous les avantages labellisés, mais en outil, ils vont aussi avoir pas mal de fiches réglementaires pour être toujours à jour, une veille réglementaire pour être à jour de ce qui se passe, des tableaux de suivi s'ils le souhaitent de leur consommation. Après, ce que je disais pour les events, les hippodromes, on a tout un tas de chartes pour essayer de sensibiliser et de responsabiliser les prestataires. Et pour les structures classiques, on va avoir des modèles d'organiser sa journée éco-responsable dans un centre équestre. Enfin voilà, on essaye de donner des idées, des choses comme ça. On a un petit manuel pour les enfants pour que les centres équestres puissent aussi sensibiliser les enfants. On a aussi des outils de communication où on remet à disposition de nos labellisés des plaques bonnes pratiques sur limiter les consommations d'eau, éteigner la lumière, enfin des trucs, des choses un petit peu comme ça. Ouais, voilà ce que j'ai en tête, c'est des outils. Et après, à la demande, les fiches réglementaires, on les avait pas l'année dernière. Et l'année dernière, c'est des labellisés qui nous ont dit, mais ce serait bien qu'on ait un peu une veille réglementaire sur ce qui se fait, ce qui se fait plus. Et du coup, on l'a mis en place. C'est aussi l'idée, c'est que les labellisés enfin voilà, nous demandent des choses et nous, on évolue en fonction des remontées et des demandes. Et Vraiment. là, ce qu'on essaye de mettre en place, mais il faut qu'on ait plus de temps de l'animer, on a mis en place un groupe Facebook des labellisés pour qu'ils puissent vraiment échanger en réseau et qu'ils puissent mettre en avant leurs bonnes pratiques et échanger. Et l'autre fois, il y en a une qui a publié, elle a acheté un aspirateur à crottin. Alors du coup, les autres lui ont demandé, mais comment ça fonctionne? Est-ce que c'est bien? Et l'idée, c'est aussi de faire du réseau entre les labellisés pour s'améliorer les uns les autres. Ouais, partage de bonnes pratiques, hyper Exactement. essentiel, ouais. Ouais, ouais. Ouais, c'est un truc moi que je mets en place dans tous mes accompagnements de groupe, c'est que je les mets toujours ensemble sur des groupes Facebook parce que des fois ça marche bien, des fois ça marche pas. Mais au Oui. moins les personnes qui marchent, enfin j'ai toujours vu que du coup c'était un groupe qui avançait plus vite que les autres. Et c'est assez étonnant, mais il y a un peu d'engouement et tout ça. Et du coup, bah, ils sont tirés positivement les uns et les autres vers le haut. Donc j'imagine que là, ce que tu crées avec ce groupe Facebook du label Écuresse, c'est top. Ils vont partager des C'est bonnes pratiques. exactement pareil, ouais. Alors après, je pense qu'il faudra se différencier en fonction des différentes modalités. Mais en tout cas, voilà, là, sur tout ce qui est pension, élevage, centre équestre, ça marche plutôt bien. Après, à nous de l'animer aussi et de le développer.
Mais en tout cas, c'est une bonne idée. Et voilà, il y en a une qui a demandé récemment pour tout ce qui est récupération des eaux de pluie, elle voudrait mettre plutôt un bassin plutôt que des cuves de récupération. Bah, elle voulait un peu les avis des gens qui l'avaient déjà fait. Ok, ouais, carrément. Bah oui, oui, comme ça évite aussi d'avoir un seul retour d'une seule personne. Parfois, c'est C'est sympa ça. aussi le retour terrain, quoi. Et d'avoir des données chiffrées un peu de bah, finalement qu'est-ce que ça leur a coûté, au bout de combien de temps ça leur a permis de le rembourser et combien de tonnes, enfin de mètres cubes d'eau ils économisent par an, quoi. Ouais, ouais, c'est clair, c'est clair. Il y a Margot qui dit trop bien, je ne savais pas pour le groupe Facebook. Et on a une autre question. Pourquoi ne pouvons-nous pas stocker le fumier directement dans les herbages pour le compostage au lieu d'avoir une fumière étanche pour éviter le rejet dans le milieu? Alors ça, c'est vraiment un point réglementaire. Nous, on l'a remis dans le label EQRS parce que, en fait, on peut pas labelliser une structure qui respecterait pas la réglementation. Et du coup, la réglementation, c'est si on cure les box, enfin, toutes les semaines ou tous les jours pour certains, il y a une obligation de stocker le fumier 2 mois pour qu'il soit pré-composté avant de le mettre directement dans les champs. L'idée, c'est de se dire que si on le met tout de suite dans les champs, bah, il va pleuvoir et il n'aura pas assez composté et tout va se transformer en jus et ça va polluer les sols. Donc l'idée, c'est de le composter soit en fumière. Donc une fumière, c'est une dalle béton, pente inversée et 3 côtés, ou une benne. Ça peut être une benne pour ceux qui n'ont pas la possibilité de construire une fumière. Et au bout de 2 mois, on peut le mettre dehors. Si c'est par exemple des élevages en stabulation ou ce qu'on voit de plus en plus dans les écuries actives, des grands dortoirs qui vont curer 1 ou 2 fois par an. Là, on considère que ça a déjà été pré-composté et du coup, ça peut être stocké directement au champ. Encore une fois, ça, c'est pas moi ni le label écuresse, c'est vraiment la réglementation. Oui, ça, c'est une réglementation qui vient du ministère de l'Agriculture, hein, du coup, c'est ça. Ouais, et ça, c'est tout le monde. Et c'est ça, je disais un petit peu en exemple en début, malheureusement, dans la filière équine, c'est pas hyper respecté. Et ça, le jour où ils vont commencer à le contrôler, on va être mal, quoi. Ouais, Par ben, exemple, en Belgique, c'est contrôlé 1 fois par an. ah ouais. Voilà. Ouais. Ouais, ouais, c'est vrai que c'est un sacré point. Je crois on en avait parlé avec Margot qui avait bossé sur. Je crois que tu avais fait justement comment ça s'appelle une intervention là dans les Yvelines Oui. récemment. Et du coup, on en avait parlé sur le fait qu'en effet, les fumières, c'était un sacré sujet, et qu'il y avait des normes et que c'était pas forcément respecté régulièrement, quoi. Ouais. Et encore, on n'est pas au point d'autres filières agricoles. Enfin, on ne demande pas une récupération des jus avec fosse obligatoirement. Enfin, en termes d'investissement, oui, c'est un coût, mais c'est pas non plus exorbitant comme dans d'autres filières. Et là, c'est voilà, on essaye nous de se placer un peu en amont, mais pour éviter les mauvaises surprises en cas de contrôle ou autre, quoi. Ouais, carrément. Mais c'est notre première cause de non-labellisation. Ouais. Eh C'est ben, parce alors, que ouais, ouais, justement, les gens à leur décharge, ils n'ont pas conscience que c'est un problème, quoi. c'est justement ce que me dit la soudarderie, c'est qu'elle est non labellisable sur ce point, là uniquement. Alors, dis-nous, est-ce que le retour de Charlotte a pu t'aider et est-ce que du coup, peut-être qu'on va mettre une fumière en place ou quelque chose? Alors, j'ai tout à fait conscience que c'est vrai que c'est un petit investissement et que parfois les structures, eh ben, elles ont d'autres investissements qu'elles jugent prioritaires à faire. Et ça, moi, je peux tout à fait le comprendre. C'est juste que, voilà, faut savoir que c'est la réglementation, que s'il y a un contrôle, bah, on risque quand même quelque chose et que c'est quelque chose où même vis-à-vis de la clientèle ou autre, c'est bien d'avoir sa fumière propre et après d'exporter le fumier, que ce soit sur site ou chez un agriculteur ou autre. Après, il y en a qui se dédouanent complètement du problème où ils ont quelqu'un qui vient curer et qui part avec le fumier le jour même du curage. Ah, Il y en a qui font ça et il n'y a pas besoin de stockage, du coup. Voilà. Après, c'est. Mais la solution de la benne, moi, je trouve que c'est une solution. Après, ça dépend encore une fois de la quantité de fumier, hein. Mais ça peut être une solution. ok, carrément. Et du coup, Juliette qui pose une question qui peut être complémentaire à ça, qui dit, est-ce qu'il y a des aides financières qui existent justement pour les petites structures privées pour s'équiper ou s'améliorer? Pas pour la fumière, parce que Ok. justement, enfin, c'est considéré que c'est la réglementation. Donc, les pouvoirs publics ne vont pas aider à respecter la réglementation, ils vont aider à aller plus loin. Mais sur d'autres structures, pas privées, professionnelles, par contre, il y a des aides dans plusieurs régions différentes, mais la fumière, je suis quasiment sûre que non,
parce que c'est la réglementation. Enfin, en tout cas, dans les régions avec lesquelles je travaille, il y a pas de, la fumière ne peut pas être valorisée. La Haute-Vallée de Chevreuse, le PNR s'était posé la question. Je sais pas s'ils vont y arriver. Comme ils sont PNR, c'est peut-être un petit peu différent. Ouais. Mais voilà, il n'y a pas de subvention pour respecter la réglementation. Après, à voir, mais enfin, vous pouvez peut-être essayer de l'intégrer dans d'autres projets, quoi. Parfois, enfin, il y a des financements qui sont liés, Oui, tout à fait. S'il y a un voilà, terrassement à faire, on peut faire une fumière en même temps qu'un terrassement. c'est ça, c'est ça. Alors, je sais pas exactement, je serais incapable d'évaluer le prix d'une fumière, mais je sais que par exemple, il y a des aides, je crois, à la CAF pour la pénibilité du travail et tout ça. Si vous montrez que du coup, vous pouvez juste vider au tracteur plutôt que de vider à la brouette tous les jours, peut-être que vous pouvez tirer un petit peu d'argent là-dedans, j'en sais rien, mais Et puis ça dépend en fait, puisqu'une fumière, normalement, elle doit être construite en ayant estimé sa quantité de fumier qu'on va mettre par an. Et du coup, mais ça peut aller, voilà, ça dépend de la taille, mais j'en sais rien. Là, il y en a une qui, eux, ils l'avaient fait eux-mêmes. Du coup, bah finalement, c'est pas hyper cher. Il y en a, c'est une énorme structure. Bah oui, ça a coûté 10 000 euros. Enfin, il y en a, c'est 2 000, 3 000. Enfin voilà, ça dépend de s'il y a de l'autoconstruction, si c'est complètement fait, et surtout la taille. ouais, ouais, c'est clair. Oui, donc sur les petites structures, on peut arriver à le bidouiller entre guillemets. Il faut bien regarder les normes, mais ça Mais peut j'ai se une faire. structure dans l'Est qui était non labellisable. Elle a été évaluée. Il n'y avait pas de fumière. Je crois que 3 semaines après, ils avaient construit leur fumière et on a pu lever la non-conformité parce qu'ils l'ont fait eux-mêmes. Alors, mais aux normes. Enfin, il y avait la dalle, il y avait la pente, il y avait les trois côtés. Mais voilà, c'est après en fonction des possibilités de chacun. Ouais, 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 carrément, carrément. Alors justement, Juliette, tu disais, est-ce que donc Charlotte accompagne les petites structures sur ce côté-là pour s'améliorer et s'équiper? C'est ce qu'on disait au début du live. Oui, oui. Enfin, tu le confirmes, hein, Ah oui, Charlotte. oui, oui, tout à fait. Il Nous, faut. enfin, je veux dire, il n'y a pas une question de taille. L'idée, c'est vraiment de diffuser les bonnes pratiques. Donc, que ce soit une petite, une grosse, une moyenne, on ne regarde pas du tout. Enfin, souvent, les gens me disent, ont peur que ce soit que pour les grosses. Alors oui, j'ai des structures avec 100 chevaux, oui, mais j'ai des structures qui font naître un ou deux poulains par an. Et l'idée, c'est vraiment de rentrer dans le côté conseil. Et donc, voilà, il n'y a pas de taille. Ouais. Ok. La soudarderie me dit 18 000 euros environ pour 100 mètres carrés. Est-ce que tu avais ces chiffres-là, toi, en tête, Charlotte? Je sais plus, je les ai pas en tête. Ok. Euh, alors, je sais pas, la soudarderie, si tu t'es rapproché de Charlotte ou du label Écuresse ou autre, mais n'hésite pas à leur envoyer peut-être un petit message. Je sais pas par quel prestataire tu passes pour faire ce devis-là, mais peut-être qu'il y a d'autres prestataires qui seront peut-être plus compétitifs. Euh, voilà, c'est important aussi de faire jouer la concurrence sur des. Quand vous faites des devis, moi, c'est un conseil que je donne à chaque fois. Quand vous Oui. faites un devis, faites-le faire à trois personnes différentes déjà. Et en plus de ça, vous le renégociez au moins deux fois en plus. Non, mais c'est idiot comme. Enfin, c'est pas idiot. C'est intéressant parce que, par exemple, moi, sur un projet, j'ai quand même réussi à passer d'un projet qui coûtait plus de 120 000 euros à 60 000 euros. Alors, évidemment, on n'avait pas les mêmes matériaux au départ, etc. Mais le projet était viable à 60 000 euros et on diminuait de 50%. Donc, vraiment, c'est intéressant. Essayer de creuser, demander des devis détaillés parce que souvent, les gens vous font des devis globaux comme ça, on va pas creuser, mais demander des devis détaillés et aller creuser sur chaque point pour avoir pour baisser un petit peu quoi. Après, si l'artisan ou la personne qui fait ça ne peut pas baisser, elle vous dira non, mais au moins vous aurez essayé quoi. Mm. Euh, Top. Eh bien, est-ce que tu peux nous dire peut-être, Charlotte, on va bientôt clôturer ce live. D'ailleurs, on a l'étrier de Coumont qui nous dit merci pour ce live très intéressant. Et donc, pour clôturer tout ça, est-ce que tu peux nous dire peut-être trois choses pour les entreprises équestres qui ont été labellisées, qui ont changé leur vie grâce au label Écuresse, quoi? Comment. euh, Alors, changer leur vie, j'irai peut-être pas jusque-là. Non. Mais des- par contre, de ce qu'ils ont changé, ouais, je pense que les plus belles histoires, entre guillemets, c'est ceux où on a pu mettre en avant certains points à changer et où derrière, ils ont vraiment eu des répercussions économiques ou sur le bien-être. Une très belle histoire qu'on va bientôt sortir en vidéo, en témoignage, c'est une écurie de dressage très conventionnelle
qui faisait vraiment des choses très bien. Et en fait, à sa première évaluation du label Écuresse, elle a eu, encore une fois, il y a du coup niveau 1, niveau 2, niveau 3 pour chaque thématique. Et pour le bien-être, c'est là où elle était le moins bien notée, alors qu'elle, elle consacrait sa vie à ses chevaux et qu'elle était, voilà, à se dire, mais moi, le bien-être, je fais ça pour eux. Et en fait, là, quand on regarde la définition du bien-être d'un point de vue scientifique, quand on regarde les contacts sociaux, les sorties en liberté, ben, elle n'était pas au top. Et ça a été un déclic. Et du coup, ben, elle souhaite passer tous ses chevaux de dressage en écurie active. Alors, autant dire que c'est pas le même boulot que des chevaux qui sont déjà au pré, puisque c'est des chevaux qui étaient en paddock individuel, qui n'étaient pas sortis à plusieurs depuis des années. Et du coup, c'est une énorme remise en question. Et c'est vraiment le label Écuresse qui a été le déclic. Et du coup, on dit pas, encore une fois, ça c'est un peu un côté extrême, mais je trouve ça génial, cette remise en question. C'est pas évident, vraiment pas. Et évidemment, on n'en arrive pas là et on ne demande pas à tout le monde de finir en écurie active, pas du tout. Mais elle, pour le coup, ça lui a changé sa vie. Clairement, ouais. La vie, c'est chaud. Mais Elle était un voilà, peu modeste. Et clairement, là, ça change une vie, genre mettre des ouais. chevaux de dressage et tout ça. En plus, j'imagine qu'elle est plus alignée, enfin, elle se sent mieux, et en plus, elle gagne du temps et tout ça. Enfin, Alors pour l'instant, c'est un peu, elle en est pas à la fin, donc pour l'instant, elle s'est posé beaucoup de questions, elle a eu beaucoup de peur, beaucoup de craintes, mais là, au final, elle commence à voir vraiment la finalité, mais de sortir des chevaux en groupe qui étaient jamais sortis. Enfin, on a peur de déférer des chevaux qui ont été ferrés des quatre depuis des années. C'est pas évident. Donc oui, là, c'est un changement de vie pour elle, pour ses chevaux. Parfois, c'est pas du tout des changements de vie à ce point-là, mais voilà, comme on le disait tout à l'heure, de mettre en avant plein de petites bonnes pratiques qui peuvent être mises en place. C'est plein de petits changements qui font des gros changements à la fin, et c'est vraiment là-dessus qu'on essaye d'insister, c'est que chacun à notre niveau, mais que ce soit dans notre vie privée ou professionnelle avec les chevaux, c'est que ben, on a tous notre rôle à jouer et enfin, en cumulant plein de petites bonnes pratiques, ben, on a un impact vraiment différent, que ce soit sur le bien-être ou l'environnement. ouais, c'est. Et ce que tu soulèves, enfin, moi, ce que j'entends là quand tu dis ça, c'est surtout en fait le mindset dans lequel tu te mets, quoi. C'est l'état d'esprit Ouais, dans lequel tu te mets. C'est que ça veut dire que tu es dans un état d'esprit de développement. Et alors, cette phrase-là, elle fait un peu mal, mais je crois qu'il y a un peu de vérité. C'est que soit tu grandis, soit tu meurs, quoi. Enfin, c'est ouais, un peu. Et en fait, alors, nous, on est plutôt en mode. C'est vrai qu'on a souvent tendance à regarder à court terme. Mais si tu regardes à 20, 30, 40 ans, les structures qui aujourd'hui font pas l'effort de se développer, de faire des meilleures pratiques, dans 20 ou 30, 40 ans, je sais pas où elles seront, quoi. c'est ça. Donc C'est pour ça qu'on essaye de les accompagner dès aujourd'hui, quoi. Alors, il y en a qui sont complètement réfractaires au changement, mais tant pis, on va pas aller leur courir après. Mais en tout cas, tous ceux qui ont envie d'évoluer, on essaye de les aider. c'est ça. C'est ça, c'était une grosse prise de conscience quand j'ai commencé, c'est que je voulais sauver tous ceux qui étaient un peu à l'agonie et tout ça. Et en fait, quand j'ai compris que ben, il y en avait qui voulaient pas d'aide, quoi, qui C'est ça, voulaient mourir tout seul, et ben, on peut pas tout faire, quoi. On peut pas sauver tout le monde. c'est ça. Et le côté réfractaire au changement, on l'a beaucoup dans cette filière et ben ils y viendront. Soit ils y viendront par la porte, soit par la fenêtre, soit tant pis. Mais malheureusement, c'est des questions qui sont tellement importantes que il y aura pas le choix. C'est ça. C'est ça. Ouais, moi, c'est ce truc-là aussi. Quand je dis des fois aux gens, non mais en fait, vous vous rendez pas compte, mais bientôt on n'aura plus le choix, ils me regardent en mode comment ça? C'est ça. Comment ça? Ben si, il y a des lois qui vont arriver, tout ça, enfin bref, plein de choses. Allez, on va partir sur les dernières questions. Juliette qui disait, je précise ma question, dont le sens était si le label accompagnait les structures en les informant sur les aides qui peuvent leur être attribuées, mais du coup, j'ai bien l'impression que oui. Ah oui, ça oui, il y a aucun souci, ouais. Ok, ok, cool. Bah, du moment où vous êtes, enfin, où vous êtes labellisé, où vous prenez l'accompagnement, hein, c'est bien ça. Ou peu Mm. importe. Après, si c'est juste sur les aides, il n'y a pas besoin d'être rentré dans le label ou dans la démarche. Mais après, les labellisés, on les accompagne sur tout ce qu'on peut. Et les autres, évidemment, on répond un maximum aux questions. Mais voilà, on privilégie nos labellisés en premier, mais après, on accompagne tout le monde. Alors justement, si on veut te contacter, si on veut avoir des renseignements, où est-ce qu'on te retrouve? Alors, le premier truc, c'est sur notre site internet. C'est vraiment, il y a énormément d'informations. Donc, c'est label-qrs.com, tout simplement. Et après, bah, dessus, il y a le formulaire, il y a les adresses mail, les contacts. Donc, première des choses à faire, c'est de regarder, de fouiner un peu dedans. Il y a aussi plein de bonnes pratiques, plein d'idées. Et sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, évidemment. Bon. Eh bien, un grand, grand merci Charlotte, en tout cas pour tout ça. Et puis, bah, alors, Jérôme qui repose une question.
Dépêchez-vous si vous avez des questions. Après, c'est la fin, c'est terminé, hein. La valorisation marketing du label se fait uniquement sur le niveau 3 pour le label HVE ou elle peut se faire sur les niveaux inférieurs. Notre équivalence HVE, elle est dès le niveau 1. L'idée, c'était d'avoir l'équivalence pour tous les labellisés pour que ce soit facile justement et homogène dans l'image et la communication. Donc l'équivalence, elle est dès le niveau 1. Il y a niveau 2, niveau 3 derrière. C'est à chaque labellisé de le mettre en avant s'il le souhaite. Mais en tout cas, nous, sur la valorisation, alors évidemment, on est très content de dire que telle structure est passée au niveau 2 ou au niveau 3. Mais en tout cas, pour la reconnaissance officielle, c'est dès le niveau 1 et il n'y a pas de différence. Ok, ok, bon, bah top. Jérôme, dis-moi si ça te va par rapport aux questions que tu te posais. Margot qui nous dit merci Charlotte et Amandine pour ce live, à très bientôt. Merci à vous tous d'avoir Merci. participé, c'était très chouette. Restez connectés, que ce soit sur les réseaux du label EQRS ou bien de DDE, parce que je pense, ce qu'on s'était dit avec Charlotte, qu'on refera probablement des lives plus régulièrement sur l'un et l'autre de nos réseaux pour vous apporter respectivement toutes nos connaissances et nos compétences pour pouvoir vous aider à développer durablement vos activités. Est-ce que tu as Et peut-être... d'ailleurs, si vous avez des idées ou des envies particulières sur des thématiques précises, faudra pas hésiter à nous les faire remonter. Yes, carrément. N'hésitez pas en MP, juste après ce live-là, si vous avez des sujets sur lesquels vous voulez qu'on travaille la prochaine fois ou qu'on traite ou autre. N'hésitez pas à nous l'envoyer. Et il y a Jérôme qui dit est-ce que tu seras au stand au Salon de Genève? Non, C'est quoi? C'est fin décembre, ça, je crois, hein. non, on n'y sera pas. Oui, mais parce que c'est pas. Parce que du coup, ah oui, ton périmètre d'action, c'est uniquement en France, hein, on est d'accord. Oui, mais on a un Belge qui est labellisé, par Ouais, exemple. c'est Donc, bien. si on a des Belges ou des Suisses qui veulent être labellisés, il n'y a aucune raison qu'on les labellise pas. Mais ouais, non, on n'a pas prévu d'être à Genève. Top. Eh bien, écoute, un grand merci. Tout le monde est très ravi, je crois. Juliette qui dit merci pour ce live. Marie aussi. Euh, ouais, Zoé aussi. Donc, un grand merci à vous tous d'avoir participé. Un grand merci, Charlotte, pour avoir été là ce soir. Parce que, mine de rien, ça fait un peu tard tous ces lives. Donc, merci pour ton implication. Bravo pour tout le travail que tu mènes. Et puis, euh, et puis à bientôt. Merci beaucoup, ouais, à bientôt. Bonne soirée. À très vite. Bonne soirée.